Pour ceux qui commencent à me connaître un peu savent que Cendrillon, voilà, c'est pas mal le centre de ma vie en ce moment. Donc voilà. Donc je vais commencer. Donc on peut dire qu'au fil des siècles, les contes ont connu des changements significatifs. Ils ont été l'objet d'un travail d'adaptation, de modification par les auteurs, les éditeurs, notamment pour répondre aux normes sociales de la société et les normes esthétiques, ainsi que pour rejoindre plus directement les préoccupations des enfants de leur époque. Et donc, malgré ces transformations, la pérennité du conte et surtout sa popularité reste incontestable. Donc, par exemple, il ne faut que regarder la prolifération de l'adaptation cinématographique qui pullule au cinéma en ce moment, donc La Belle et la Bête en dernière instance, ou les contes détournés, revisités qui abondent dans la production de littérature jeunesse. Et donc, si les contes sont réécrits, bousculés, adaptés, Anne Vignard, dans un article donc, sur les contes patrimoniaux, constate qu'ils n'en continuent pas moins d'exister, et à peupler surtout les imaginaires des enfants du 21e siècle, comme ils l'avaient fait pour leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents avant eux. Donc, cette prolifération est, selon elle, révélatrice de la survivance, mais surtout de la vitalité, encore aujourd'hui, de ces histoires venues du fond des âges. Et donc, présent dans notre imaginaire social depuis de nombreux siècles, le conte de Cendrillon possède toutes les caractéristiques d'un conte immortel. Donc, en effet, non seulement les versions de Grimm et de Perrault sont encore racontées aujourd'hui, mais la figure elle-même, archétype presque mythique, n'est jamais passée de mode. Donc, son omniprésence dans la littérature adulte contemporaine, donc je nomme ici Javotte de Simon Boulris, Trois princesses de Guillaume Corbeil, ainsi que dans les médias culturels cinématographiques, donc A Cinderella Story, Ever After, ou bien la dernière adaptation en 2015 de Disney. Donc, tout ça témoigne du désir encore et toujours actuel de sa représentation. Donc là, je vous ai mis quelques films et quelques livres également. Donc, la pérennité du conte de Cendrillon dans l'imaginaire contemporain et sa popularité indémodable m'amène à questionner son immortalité, donc sa survivance dans le temps en tant que patrimoine comme en tant qu'imaginaire. Elle me pousse aussi à questionner les mécanismes qui lui ont permis de perdurer dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, selon moi, l'immortalité du conte de Cendrillon serait à envisager à la fois dans sa fixité, donc la fixité de sa forme, et sa non-fixité. Donc, je m'explique. Donc, la question de l'immortalité ne peut se concevoir sans prendre en compte sa mise à l'écrit par Perrault, donc qui a permis au conte de traverser les siècles pour se rendre jusqu'à nous. Cependant, si la forme fixe du conte a permis son partage à la postérité, c'est surtout sa multiplicité et sa malléabilité qui ont réellement, selon moi, permis à l'œuvre de perdurer, donc notamment par sa réécriture. Donc, dans cette communication, je tenterai de voir de quelle manière le conte de Cendrillon, par sa capacité d'adaptation au social, se veut un conte immortel qui survit à la fois par sa forme fixe, mais surtout par sa constante réécriture. Donc, dans son ouvrage La poétique du conte, Nicole Belmont définit le conte comme une littérature collective, atemporelle, qui ne peut exister que par la multitude de ses versions. Donc, les différents contes de Cendrillon, qui varient selon les régions, les époques, sont caractéristiques d'une production qui est non linéaire, qui est multiple et qui se construit en cycle. Donc, le caractère multiple et éphémère du conte se justifie par la transmission, en fait, orale. Donc, celle-ci se faisant donc, oralement de génération en génération, et les contes ainsi se construisent, évoluent, se modifient en fonction des auditeurs qui les reçoivent. Donc, à partir d'une trame narrative, le conteur va modifier, ajouter, éliminer, transformer des éléments, des détails et des motifs du récit. Luda Schnitzer, dans l'ouvrage Ce que disent les contes, caractérise quant à elle le conte populaire comme une œuvre véritablement collective et en perpétuelle mutation, qui prend la couleur du temps et l'odeur de chaque pays, tout en conservant intacte son ossature. Donc, c'est intéressant, donc on peut concevoir le conte de Cendrillon à la fois comme étant toujours le même et à la fois comme étant toujours différent. Dans son ouvrage Le conte des fées et l'art de la subversion, Jack Zip démontre, en étudiant les contes d'un point de vue socio-discursif, qu'ils ne sont en rien hors du temps. Donc, selon lui, on ne peut faire abstraction du contexte social dans lequel est produit le récit. Sylvie Vassallo, dans son article, renchérit que les sociétés humaines ne sont pas immuables et qu'elles se caractérisent par leur mouvement dans le temps. Donc, le patrimoine culturel n'échappe pas à cette règle et se voit adapté au fur et à mesure des générations. Donc, l'immortalité du conte serait le fait d'échapper à la mort et de rester vivant pour une durée infinie, voire éternelle. Donc, dans cette optique, la fixation du conte par Charles Perrault a largement contribué à la postérité du conte de Cendrillon.
Donc, le Cendrillon de Perrault est à ce jour la version connue, la version originale, avec des guillemets ici, mais ne constitue pas évidemment ce qui représente donc, toutes les versions orales qu'on a faites précédemment. Donc, Nicole Desmonts, d'ailleurs, aborde le fait que les versions de Grimm et de Perrault, parce qu'elles ont été écrites, imprimées et diffusées, évincent les versions traditionnelles en ce qu'elles soustraient à nos regards donc, des centaines, voire des milliers de versions recueillies par les ethnologues et les folkloristes. Dans son ouvrage Le conte populaire, Michel Stevenson explique d'ailleurs que les contes de Perrault sont des adaptations littéraires, donc ce n'est pas des transcriptions, qui ont été largement expurgées et remaniées et qui donc s'appuient sur le conte de la tradition orale, mais qui en proposent surtout des changements. Donc, Perrault a profondément remanié, édulcoré les contes populaires dont il s'est inspiré pour les adapter au goût du public galant auquel il les destinait, donc souvent en transformant des épisodes entiers. Mais si de nombreux motifs et de nombreux culturels ont été évincés, la transformation la plus considérable demeure certes sa nature même. Donc, en effet, le conte passe d'un matériau commun malléable, qui est la transmission orale, vers l'écriture, donc évincer son contenu de manière cristallisée. Car par cette mise à l'écrit, il s'opère surtout un changement de paradigme, donc il porte une transformation de contenu, et surtout une fixation de son imaginaire, donc ainsi qu'un aplatissement du conte en une seule version tenue pour originale. Donc l'écriture du conte Cendrillon de Perrault serait ainsi la représentation de l'émergence d'une voix unique pour le conte dans une mer d'autres voix, et comme le précise Nicole Desmonts, le passage d'écrit le bloquerait dans sa capacité de s'adapter. Plus proche de nous, l'adaptation cinématographique de Cendrillon par Disney, donc en 1950, a d'une façon différente, mais tout de même participé à la popularisation du conte et nécessairement à sa pérennité dans le temps. Donc en effet, il est désormais possible de regarder encore et encore le conte porté à l'écran et de le diffuser massivement. Cependant, il est incontestable de souligner la force qu'a eu Disney dans l'imaginaire collectif. Par sa mise à l'écran, Disney participe à figer l'imaginaire du conte et instaure, donc selon le chercheur Olivier Piffaut, une uniformisation des versions. Et donc, selon lui, la diffusion et surtout donc celle de Disney fait de ces adaptations les versions de référence de base de notre univers mental et participe à la généralisation d'une culture commune. Donc, la plupart des gens donnent maintenant au conte le visage de Disney et les adaptations en constituent pour plusieurs l'unique référence. Et donc, en somme, la fiction du conte de Cendrillon sur des matériaux qui sont relativement immuables, si elle offre la possibilité au conte de perdurer sur une forme fixe au-delà de mémoire et des changements sociétaux, elle participe surtout au rétrécissement de l'imaginaire, restreignant l'histoire sous une seule forme et éclipsant les variations nombreuses porteuses d'une culture et d'une symbolique autre. Donc, les contes ainsi figés se retrouvent ainsi prisonniers des idéologies d'une époque précise, donc évidemment la civilité de la cour du XVIIe siècle pour Perrault, le rêve américain pour la version Disney, et donc, en offrant un produit figé qui se veut impérissable par son matériau de diffusion, le conte se retrouve plutôt coincé dans une forme fixe qui est d'autant plus à risque, en fait, à mon avis, de passer date. Donc, je vais également prendre par exemple, donc les gens aujourd'hui connaissent seulement, en fait, connaissent peu la version de Perrault même. Donc, dans son mémoire, Cécile Malvy note que beaucoup d'enfants d'aujourd'hui vont connaître le conte de Cendrillon par l'intermédiaire des réécritures et des adaptations et non pas par la version dite originale. C'est la même chose en fait pour le conte porté à l'écran de Disney. Donc, je crois qu'il y a plus ou moins d'enfants en fait maintenant qui regardent la version de 1950 pour regarder plutôt les nouvelles adaptations plutôt contemporaines. Et donc, le conte se voudrait étroitement lié à son époque. Donc, malgré la forme fixée par Perrault et Grimm, donc qui est passé à la postérité, le conte de Cendrillon se constitue en plusieurs centaines de versions, soit à l'oral qu'à l'écrit. Donc, après la mise à l'écrit, donc le conte n'a pas cessé de se faire réécrire. Et donc, dans le fond, c'est la réécriture des contes qui est à ce même niveau depuis mettons, environ 40 d'années, mais en pertinence d'aujourd'hui, mais qui vraiment qu'on retrouve depuis Perrault, en fait. Donc, ce sont on retrouve un désir de réécrire les contes pour toutes sortes de raisons, donc pour transformer, critiquer le rendu humoristique. Et dans le fond, depuis, la forme écrite n'est plus non plus synonyme de fixité, mais le conte va vraiment exister sous plusieurs formes à l'écrit. Anne Vignard voit dans cette prolifération de versions un retour en force du caractère multiple du conte. Je la cite.
Donc, la transmission des contes se fait à travers une telle quantité de réécriture, de réinterprétation, de réappropriation personnelle, que l'essence même du conte, donc qui est de se réapproprier personnellement le conte au service d'une pensée collective, semble revenir à ses sources. Donc, le conte n'existe que par le fonctionnement de ses versions au sein d'une société, et c'est ce que propose l'édition, entre autres pour la jeunesse contemporaine, en multipliant les propositions éditoriales. Donc, cette transmission n'est plus uniquement centrée sur la fidélité au modèle et la conservation d'un héritage figé, mais plutôt sur la multiplicité des versions. En fait, le caractère immortel du conte ne serait envisageable que par rapport à la fois à son immuabilité et de sa variabilité. Donc, elle serait caractérisée par un oscillement entre la fixité et la non-fixité, les deux participant de manière différente donc, à sa pérennité. Et donc, l'immortalité du conte s'inscrirait dans une perspective duelle, donc faisant de ce conte-là à la fois un conte inchangé et un conte éternellement réécrit. La malléabilité du conte, donc, serait vraiment ce qui assurerait l'immortalité du conte. Excusez-moi, je me répète. Et donc, en fait, cette multiplicité illustrait en quoi la pérennité du conte ne pourrait se faire que dans un constant renouvellement, une éternelle adaptation sociale qui permettrait au conte d'être toujours à la mode, jamais dépassé, sans cesse revisité avec des yeux neufs. Certaines œuvres contemporaines utilisent la caractéristique de l'immortalité des contes pour travestir le réel, travestir la fiction, en proposant des œuvres qui mettent littéralement en scène cette immortalité. Donc, ces nouvelles représentations vont problématiser le rapport de Cendrillon à l'immortalité, tout en devenant un principal support métaphorique. Donc, on commence par Cédric Cendrillon de la série Fable. Donc, c'est une bande dessinée écrite par Chris Robertson qui présente un monde dans lequel les personnages de contes qui sont arrivés au royaume depuis plusieurs siècles vivent cachés au cœur d'humains, qui sont appelés des communs, dans un endroit appelé Fableville. Donc, Cendrillon, Cindy pour les intimes, est une espionne de Fableville depuis 2 siècles. Donc, elle traverse les siècles sans prendre une ride. Cindy a déjà été servante chez sa famille, puis elle a tenté de jouer les tendres épouses, mais elle le dit, ça n'a pas marché. Et donc, depuis ce temps, elle parcourt le monde en faisant des missions, tout en possédant une boutique de chaussures nommée la Pantoufle de Verre. Donc, le conte de Cendrillon, tel que nous le connaissons, fait partie du passé de Cendrillon. Je pense que j'ai une photo ici exactement. Donc, elle dit dans le passé, j'ai ma pantoufle de verre, tout ça, et les épisodes caractéristiques vont être détournés. Donc, comme c'est le cas de la perte de chaussures que vous voyez à gauche, donc, selon elle, ça s'est plutôt déroulé comme faisant partie d'une mission d'espionnage, le soulier devenant une trace laissée comme preuve contre elle, finalement. Donc, le passage du temps est marqué par des retours fréquents en arrière, donc qui permettent au lecteur de constater l'immortalité de la jeune fille. Donc, par exemple, ici, on voit Maryland, 1862, on voit également la France. Donc, ces références au temps permettent de concevoir que Cendrillon vit depuis, plusieurs siècles. Et également, à l'intérieur même de la diégèse, donc les références au temps sont disproportionnées, donc gardent un rapport au temps décalé avec notre perception normale. Donc, par exemple, elle dit « Cela faisait au moins 1 siècle et demi que tu as signé le contrat ». Et donc, paradoxalement, malgré son immortalité, Cendrillon n'envisage pas du tout de la même façon le temps que dans les contes classiques. Donc, c'est une fille qui est indépendante, débrouillarde, rusée, et la vie, pour elle, n'est pas une éternité, mais se vit vraiment au jour le jour, dans son immédiateté. Donc, Cindy, déçue par son mariage par le prince, ne croit pas en l'amour éternel et profite plutôt des petits plaisirs passagers. Et donc, le temps est envisagé ainsi dans un renversement de celui du conte. Les personnages donc incarnent l'immortalité, mais étant fixés dans une histoire du monde, ainsi que les personnages n'incarnent plus l'éternel, mais incarnent vraiment le présent. Et je fais note ici, dans le fond, dans la dernière adaptation de La Belle et la Bête au cinéma, également, Il était une fois qui rend le conte donc de rentrer dans une espèce de temps irréel, intemporel, et fixé dans une temporalité vraiment précise, ce qui fait que, si je me souviens bien, ça se passe durant la peste en France et tout ça, donc ça renverse un petit peu la perspective intemporelle du conte. Donc, ma deuxième œuvre, Cinder. Donc, le roman Cinder de Marissa Meyer propose de transporter le conte de Cendrillon dans un contexte futuriste, dans lequel une cité nommée Néo-Beijing est l'une des grandes puissances mondiales. Donc, dans un conflit non réglé avec le peuple des Lunaires, les Terriens doivent se battre contre l'assimilation possible que créerait une alliance avec la Reine de la Lune.
Donc, Cinder, qui est l'héroïne du roman, est une jeune cyborg qui doit vivre avec les aléas de sa condition de machine. Donc, elle est devenue cyborg à un très jeune âge. Elle a été transformée pour sauver son corps mortellement accidenté et, en fait, pour lui permettre de survivre. Donc, je la cite. Cinder ne parvenait pas à se débarrasser de l'image d'elle-même à 11 ans, couchée sur cette table d'opération pendant que des chirurgiens inconnus découpaient, recoussaient, rapiéçaient son corps avec des prothèses métalliques. Et donc, issu de greffes complexes, le corps de Cinder secoue les limites de la vie et de la mort en dépassant l'humanité de son corps pour le constituer essentiellement machine. Donc, elle a encore des organes humains, mais elle est à l'image de l'être binaire, donc à la fois organisme et machine, humain et non humain, dont le corps se constitue, donc le corps machine se constitue entre autres dans ses pieds, donc qui un machine et l'autre humain. Et donc, la condition de machine de Cinder a pour but initial de rallonger sa vie. Pourtant, elle est au cœur d'une situation paradoxale. Donc, si sa condition muable des organes, si elle part la condition muable de ses organes pour leur assurer une vie au-delà de la vie humaine, elle est tributaire de sa propre immuabilité, puisque, fixée dans le temps, elle n'arrive pas, à l'instar du corps humain, à se régénérer elle-même. Et donc, Cinder doit veiller à la vie de ses pièces qui la constituent comme un corps immortel. Donc, les pièces sont devenues trop petites ou usagées, comme c'est le cas de son pied au début du roman, qu'elle doit changer parce qu'il est rendu trop petit. Et donc, Cinder est constituée d'un système qui la construise au-delà de l'humanité. Elle se proclame malgré tout humaine parce qu'elle ressent des émotions comme ceux-ci. Et donc, la longévité acquise par les greffes s'opère au prix d'une certaine artificialité qu'elle rejette. Donc, en fait, on vient de voir deux manifestations de l'immortalité à l'intérieur même du conte qui vont mettre en abîme, en fait, le caractère immortel du conte parlé un peu plus tôt. Et dans le fond, je vais conclure avec ça, on peut voir que le conte, de plusieurs façons, est lié à l'immortalité, et donc à la fois intemporel, immuable et multiple. Cendrillon est de cet être qui ne vieillit pas, une âme immortelle qui se porte d'un corps à l'autre et qui renaît continuellement de ses cendres au fil des siècles depuis 2000 ans. Merci.